Bonjour amis, ceci est une chronique de 48 heures d'une confrontation nerveuse au large des côtes du Kamtchatka. Tout a commencé avec un seul point sur un radar qui s'est transformé en un incident international, obligeant la flotte du Pacifique russe à passer en état d'alerte renforcée. Nous allons reconstituer les événements minute par minute, comment un destroyer américain a organisé un jeu dangereux à la limite de la faute, ce qui se cachait réellement derrière ces manœuvres et quelle réponse puissante, mais silencieuse, la Russie a donnée. C'est l'histoire de la façon dont la fragilité de la paix dans l'océan Pacifique a été mise à l'épreuve et de ce qui a changé à jamais après que le dernier navire a disparu à l'horizon. Tout a commencé comme un matin ordinaire en Extrême-Orient. Avant-hier, à 6h30, heure locale, au poste de commandement de la flotte du Pacifique, l'équipe de service se préparait à rendre son quart. Soudain, une cible non identifiée est apparue sur l'écran du radar dans les eaux neutres de l'océan Pacifique. Au début, l'opérateur a supposé qu'il s'agissait d'un simple navire de commerce. Mais l'objet se comportait étrangement. Il se dirigeait vers le nord-ouest, directement vers le golfe du Kamtchatka, et ces manœuvres ne correspondaient pas au comportement d'un navire civil au bout de quelques minutes. Il n'y avait plus de doute. Signature radar. La vitesse et la nature du mouvement indiquaient un navire de guerre. Le système d'identification automatique a émis un message d'alerte. Le navire se déplace sans identification. Le transpondeur est désactivé. À ce moment-là, l'officier de service a compris que la situation dépassait le cadre normal. Il a décroché le téléphone et a donné un ordre, bref, alerte. À la base militaire de Vilyutchinsk, un point clé du déploiement de la flotte du Pacifique, une réunion d'urgence a immédiatement commencé. Les équipes de service ont été mises en alerte et les communications avec les postes radars éloignés ont été renforcées. La version initiale d'un navire de reconnaissance d'un des pays alliés des États-Unis a rapidement été abandonnée. Les satellites optiques ont transmis à la Terre une image sur laquelle on pouvait clairement voir les contours caractéristiques des destroyers américains de la classe Harley-Burke, des navires de combat modernes équipés d'armements de pointe. On a appris que l'objet se trouvait à seulement 30 000 marins de la côte russe. Formellement, ce sont des eaux internationales, mais sa trajectoire suscitait de sérieuses questions. Le navire se déplaçait parallèlement à la frontière russe, ralentissant périodiquement, comme s'il étudiait la situation et testait la réaction. Au quartier général, l'incident a été qualifié de manœuvre inhabituelle, mais dans les coulisses, on entendait un autre mot, plus précis, test. Au même moment, les habitants des villages côtiers ont remarqué deux avions dans le ciel. Les silhouettes caractéristiques les ont identifiés comme des Il-38 de lutte anti-sous-marine. Un des avions a effectué un cercle au-dessus du golfe et le second s'est dirigé vers l'océan, vers l'emplacement présumé du destroyer. Aucun commentaire officiel n'a été fait par les militaires, mais des sources ont indiqué que les équipages effectuaient des tâches planifiées dans la zone de contact potentiel. Vers midi, les informations ont commencé à filtrer dans les chaînes Telegram fermées. Au début, des messages prudents sur un navire non identifié au large des côtes du Kamtchatka sont apparus, mais bientôt la nouvelle a retenti plus fort. Un destroyer américain a été aperçu dans la zone de surveillance des forces russes. L'information s'est répandue à la vitesse de l'éclair. Sur les forums internet, une version est immédiatement née selon laquelle le navire testait la préparation des militaires russes avant les exercices conjoints annoncés des États-Unis et du Japon. Pendant ce temps, les militaires ont renforcé les patrouilles d'Orpniespocus dans la région. 2 chasseurs intercepteurs MiG-31 ont décollé de l'aérodrome de Yelizovo. Ils ont longé la côte, démontrant leur présence. Leur itinéraire n'a pas été officiellement confirmé, mais des témoins ont partagé des enregistrements vidéo sur lesquels les machines, avec le rugissement caractéristique des turbines, survolaient la mer. À la base militaire elle-même, selon des sources, l'atmosphère était calme mais extrêmement tendue. Dans les couloirs du quartier général, on entendait des ordres courts et saccadés et les téléphones sonnaient sans arrêt. La principale question qui préoccupait tout le monde était de savoir si le destroyer traverserait la frontière de la zone économique exclusive de la Russie. Toute action de ce type serait considérée comme une violation directe de la frontière de l'État.
Vers le soir, le navire a changé de cap et a commencé à se diriger vers le sud, s'éloignant de la côte. Cependant, sa vitesse a chuté au minimum. Les analystes ont conclu que le destroyer effectuait une reconnaissance radar, une pratique standard de sondage des systèmes de surveillance qui est souvent utilisée en période de tension internationale croissante. Ce n'est que le lendemain que le ministère de la Défense a donné son premier commentaire officiel, confirmant que les services radars de la flotte du Pacifique avaient effectivement suivi un navire étranger, mais qu'aucune violation de la frontière de l'État n'avait été enregistrée. La formulation « navire étranger » semblait excessivement prudente. Au même moment, les agences de presse occidentales ont rapporté que la marine américaine effectuait une patrouille planifiée. Ainsi, une courte dépêche radio s'est transformée en un incident international en une seule journée, et bien que formellement rien ne se soit passé, dans les états-majors russes, il n'y avait plus de doute. Ce n'était pas une coïncidence, mais un test bien planifié, et personne ne pouvait prédire quelle serait la prochaine étape. La nuit après l'incident a enveloppé le Kamtchatka de froid et de silence. Si pendant la journée la région était agitée par les nouvelles et les rumeurs alarmantes, vers minuit, tout s'est calmé. Mais au quartier général de la flotte du Pacifique, ce silence ne signifiait pas la tranquillité, mais une attente tendue. Les opérateurs des stations radars n'ont pas quitté les écrans des yeux, continuant à suivre l'objet qui, après le coucher du soleil, s'est comporté de manière imprévisible. Le destroyer, qui s'éloignait lentement vers le sud, a brusquement changé de cap vers minuit et s'est de nouveau tourné vers la côte russe. Cette manœuvre a été enregistrée par plusieurs stations à la fois. De nouveaux points sont apparus sur les écrans, montrant que le navire se déplaçait vers le nord-est, en direction de la frontière de la zone économique exclusive de la Russie. À 2h30 du matin, l'état d'alerte renforcé a été déclaré pour les unités les plus proches de la flotte. Selon des sources, le destroyer américain se déplaçait précisément le long de la ligne invisible de la frontière, s'arrêtant parfois, puis reprenant son mouvement. En langage militaire, cela s'appelle une reconnaissance de la réaction. Le navire posait en quelque sorte la question: à quelle vitesse les services russes réagiraient-ils et jusqu'à quel point le laisseraient-ils s'approcher de la côte? À ce moment-là, 2 avions de lutte anti-sous-marine Il-38 ont de nouveau décollé de l'aérodrome de Yelizovo. Le grondement des moteurs était audible au-dessus de Petropavlovsk-Kamtchatski vers 3 heures du matin. Les avions ont survolé le golfe et ont disparu en direction de l'océan. Au sol, les radars côtiers travaillaient en mode renforcé, enregistrant tout ce qui se passait derrière la ligne d'horizon. Presque simultanément, de puissants projecteurs se sont allumés sur un des postes d'observation sur la côte. L'équipe de service a signalé le mouvement de lumière non identifié au-dessus de la mer. Selon une évaluation préliminaire, il pourrait s'agir de drones de reconnaissance lancés depuis le navire américain. Aucun commentaire officiel n'a été fait, mais dans la nuit, les unités de renseignement radioélectronique se sont activées sur la côte. Vers 4 heures du matin, un navire des gardes-côtes a pris contact. Son équipage a signalé qu'il observait visuellement un grand navire de combat avec une superstructure caractéristique et des systèmes de suppression du signal infrarouge. Le rapport indiquait identification destroyer de la classe Harlech-Burke présumée. Il n'y avait plus de doute, au large des côtes du Kamtchatka se trouvait un des navires les plus modernes de la marine américaine, équipé du système Aegis et de missiles de croisière Tomahawk. Immédiatement après cela, un ordre est venu de Moscou de déployer dans la zone d'observation le grand navire de lutte anti-sous-marine, Amiral Panteleïev. À son bord se trouvait un équipage renforcé, prêt à toute évolution de la situation. Le navire se déplaçait en mode de silence radio complet, ne transmettant que rarement sa position par des canaux de communication fermés. Au quartier général de la flotte, les téléphones sonnaient sans arrêt. Un des officiers a rapporté qu'un ordre strict était venu de la capitale: agir dans le cadre du droit international et ne pas céder aux provocations. Cependant, sur les visages biais des militaires, on pouvait voir que tout le monde comprenait que cette nuit pourrait se terminer tout à fait différemment. Tout faux mouvement ou signal mal interprété pouvait conduire à une catastrophe.
Vers 5 h du matin, le navire américain a de nouveau changé de cap, cette fois en se dirigeant directement vers la frontière de la zone économique de la Russie. Au même instant, des indicateurs d'alerte se sont allumés sur les écrans des opérateurs des systèmes d'armement. Le navire a activé ses capteurs de combat et ses systèmes de guidage. Ce n'était pas encore une attaque, mais le signal était sans équivoque. Au quartier général, l'alerte de combat a été immédiatement déclenchée. À l'aérodrome de Yelizovo, les chasseurs étaient déjà préparés à un décollage d'urgence. Selon des sources, la décision de faire décoller l'aviation a été prise littéralement 1 minute avant que le destroyer ne change également brusquement de direction et ne se retire à pleine vitesse dans les eaux internationales. Tout a duré au plus 15 minutes, mais la tension était telle que le temps semblait s'être arrêté. Lorsque le point du navire a disparu des radars, un soupir de soulagement collectif s'est fait entendre au poste de commandement. Mais personne ne s'est empressé de se disperser. Tout le monde comprenait que c'était une démonstration de force, un test de résistance. Au matin, lorsque l'aube s'est levée au-dessus de Petropavlovsk-Kamtchatski, seule une fine couche de brouillard planait au-dessus de la mer. Là où cette nuit s'était déroulé ce drame, il n'y avait rien, mais dans l'air planait la conscience que quelqu'un venait de tâter les limites de ce qui était permis. Le ministère de la Défense est resté silencieux, ne donnant aucune information à la presse. Mais vers midi, les chaînes Telegram ont de nouveau explosé de rumeurs. Les Américains reviendront ? C'était une reconnaissance avant les exercices. La prochaine fois, ils pourraient s'approcher davantage. La nuit au Kamtchatka était terminée, mais l'inquiétude est restée. Après tout, lorsqu'un navire de guerre étranger s'approche à portée de tir, le temps cesse d'être simplement du temps. Il se transforme en attente du prochain signal. Le matin, après la confrontation nocturne a commencé, étonnamment calme. Le Kamtchatka s'est réveillé sous un ciel gris. La ville vivait sa vie ordinaire. Les pêcheurs sont sortis en mer. Extérieurement, il semblait que rien ne s'était passé. Seul le silence tendu ne s'est pas dissipé au quartier général de la flotte du Pacifique. Les officiers de service ont continué à surveiller attentivement les écrans radars qui montraient une mer propre. Mais personne ne s'est détendu. Les militaires savaient parfaitement que les Américains agissent rarement seuls. Vers 9 h du matin, les premières informations sont arrivées des satellites de reconnaissance. Un des appareils a enregistré à la surface de l'eau une trace chaude laissée par un grand navire qui s'éloignait en direction des îles Aléoutiennes, mais à côté de lui, il y avait une autre trace moins visible. Un objet inconnu se déplaçait parallèlement, accompagnant le destroyer. La version la plus probable, un sous-marin. Au poste de commandement, les téléphones ont de nouveau sonné. Toute l'information a été transmise d'urgence à Moscou. Des images satellites ont été affichées sur de grands écrans sur lesquels on pouvait voir un contour clair du navire et une traînée d'ondes qui s'éloignait derrière lui dans le brouillard. Il est devenu tout à fait clair pour les analystes militaires que ce n'était pas simplement une patrouille, mais une opération de reconnaissance soigneusement planifiée. Pendant ce temps, les premières publications ont commencé à apparaître dans les médias. Un des portails d'information japonais a rapporté qu'un navire de la marine américaine surveillait l'activité de la flotte russe dans le nord de l'océan Pacifique. La formulation semblait inoffensive, mais dans les départements militaires, elle a été lue comme un signal. Le renseignement américain ne se contentait pas de tester la réaction, mais collectait également des données sur les itinéraires de patrouille des sous-marins russes. Quelques heures plus tard, des images de satellites commerciaux sont apparues dans le domaine public. Sur une d'elles, on pouvait voir un grand navire avec une superstructure caractéristique et un numéro de coque partiellement caché par l'ombre. Les analystes ont rapidement comparé la silhouette et les données. C'était le destroyer USS John Finn, le même navire qui avait déjà été aperçu lors d'incidents similaires au large des côtes de la Tchoukotka et des îles Kuriles. Vers midi, le quartier général de la flotte du Pacifique a confirmé que le destroyer avait quitté la zone d'observation, mais presque immédiatement, une activité accrue de signaux radio a été enregistrée dans la région de la mer d'Okhotsk. De nouveaux points sont apparus sur les écrans, des sources d'émissions électromagnétiques qui pourraient être des drones de reconnaissance ou des répéteurs satellites.
Tout indiquait que l'opération se poursuivait, mais déjà en mode caché. Au même moment, une réunion à huis clos a eu lieu dans une des bases militantes, une des bases militaires. Selon des sources, un des officiers de haut rang a prononcé une phrase qui est rapidement devenue célèbre dans les cercles restreints. « Ils nous voient, même quand nous ne les voyons pas ». Dans la journée, un bref briefing a été organisé au Kamtchatka pour les journalistes locaux, au cours duquel le service de presse s'est limité à la formulation standard. La situation dans la région est stable, il n'y a pas de menace. Mais les reporters savaient déjà que la nuit avait été agitée. Certains ont publié des photos et des vidéos avec d'étranges éclairs au-dessus de la mer, se demandant s'il s'agissait des lumières des navires ou de la lumière des projecteurs. À Moscou, le sujet a été repris par les cercles d'experts. Certains ont affirmé qu'il s'agissait d'une démonstration de force avant les prochaines négociations sur la sécurité dans la région Asie-Pacifique. D'autres ont considéré cela comme une réponse des États-Unis au renforcement de l'activité de la Russie dans l'Arctique. Mais tous s'accordaient à dire que le signal avait été lu. Vers le soir, de nouvelles données sont apparues. Non loin de la zone où se trouvait le destroyer, un avion de reconnaissance américain P-8. Poséidon a été détecté. Il volait à une altitude de 10 000 mètres, effectuant du renseignement radioélectronique et enregistrant les conversations. L'image de ce qui s'était passé est devenue complète. Un destroyer, probablement un sous-marin et au moins 2 avions de reconnaissance, tout un groupe opérationnel aux frontières russes, et tout cela en une seule nuit. Au Kamtchatka, le contrôle radioélectrique a de nouveau été renforcé. Des avions de patrouille ont tourné dans le ciel au-dessus de Petropavlovsk et des navires de surveillance supplémentaires sont sortis dans la mer d'Okhotsk. Tout ressemblait à un retour à l'époque de la guerre froide, mais sans déclaration tonitruante. Vers minuit, un rapport a été envoyé à Moscou. Les objets ont quitté la zone de responsabilité. Sur le papier, tout était calme, mais dans les coulisses, on disait autre chose. Ils ne sont pas venus seulement regarder, ils sont venus écouter. Cette nuit a montré que l'observateur peut être invisible, mais sa présence se fait sentir même à travers le brouillard et le bruit des vagues. La Russie n'a pas tiré un seul coup de feu, mais chaque officier au Kamtchatka comprenait que des milliers d'yeux les suivaient, qui se préparaient peut-être à revenir. Le lendemain, les rapports du matin au Kamtchatka ont commencé par une courte ligne. Une augmentation de l'activité des navires russes a été notée dans la région du Pacifique. Pour une personne non initiée, cela ressemblait à une nouvelle de routine. Mais ceux qui connaissaient les événements de la nuit précédente comprenaient que c'était une réponse. La Russie n'a pas laissé la manœuvre audacieuse du destroyer américain sans attention. Tôt le matin, 2 grands navires de lutte anti-sous-marine, l'amiral Panteleïev et le maréchal Chapochnikov, sont sortis de la base de Vilyutchinsk. Ils se déplaçaient en parallèle en direction de la zone présumée du destroyer en respectant le mode de silence radio complet et avec les feux de navigation éteints. À leur bord se trouvaient des équipages renforcés et des spécialistes du renseignement radioélectronique. Simultanément, une paire de chasseurs MiG-31 a de nouveau décollé de l'aérodrome de Yelizovo. Ils ont longé la côte sans violer les frontières internationales, mais suffisamment près pour être garantis d'être remarqués. Ce n'était pas une démonstration de force, mais un signal de réponse, silencieux et sans équivoque. À Moscou, pendant ce temps, une réunion d'urgence a eu lieu au ministère de la Défense. Le commandant en chef de la flotte du Pacifique a rapporté que la situation était sous contrôle, mais que l'ennemi agissait de manière systématique. Cette phrase calme signifiait que la reconnaissance américaine ne se limiterait pas à un raid solitaire. Bientôt, les premiers indices prudents ont commencé à apparaître dans les médias russes. Les présentateurs de nouvelles ont parlé d'une activité accrue de l'OTAN dans la région Asie-Pacifique et les experts invités ont discuté des provocations aux frontières russes. Le Kamtchatka n'a pas été directement mentionné, mais le contexte était évident. Sur la péninsule elle-même, les patrouilles ont été renforcées. Les postes côtiers sont passés à un régime de travail de 24 heures. De nouveaux radiophares ont été déployés le long de la côte et des bateaux équipés d'équipements hydroacoustiques ont commencé à patrouiller dans le Golfe. Vers le soir, une manœuvre s'est produite, rare pour cette région.
2 bombardiers à long rayon d'action Tu-22M3 ont survolé le Golfe à une altitude de 3 km/h. C'était une pure démonstration de capacité. Le signal a été lu instantanément. Un message est immédiatement apparu dans les rapports militaires américains indiquant que l'armée de l'air russe effectuait des vols planifiés. Le mot « planifié » dans de tels cas remplace souvent le mot « réponse ». Moscou a également agi au niveau diplomatique. Un représentant du ministère des Affaires étrangères a fait une déclaration courte mais ferme. La Russie surveille attentivement les actions des navires de guerre étrangers à ses frontières. Nous nous réservons le droit de réagir en cas de menace à la sécurité nationale. Pour ceux qui savent peut-être lire entre les lignes, c'était un avertissement direct. Dans la nuit, les navires russes se sont également activés dans la mer d'Okhotsk. Les scanners radio ont enregistré un échange intensif de données entre les unités de la flotte. Plusieurs navires se sont dirigés vers la chaîne des Kourils, une zone clé pour les itinéraires maritimes. Cela ressemblait à une patrouille à grande échelle, mais en réalité, il s'agissait d'un regroupement de forces. Parallèlement, des moyens de guerre électroniques ont été utilisés dans la région. Selon des sources, pendant certaines heures, les satellites et les drones étrangers de cette zone ont perdu la communication. En langage militaire, cela s'appelle la création d'interférences pour l'observation. En pratique, c'est une réponse sans un seul coup de feu. Sur fond de cette activité, des publications alarmantes sont apparues dans les médias américains. Certains ont écrit sur la mobilisation des forces russes au Kamtchatka, d'autres sur des manœuvres de réponse. Le Pentagone a commenté avec retenue, répétant que le destroyer John Finn agit dans le cadre du droit international. Mais même dans cette formulation, la prudence transparaissait. Au matin, des chasseurs ont de nouveau survolé le Kamtchatka. Les habitants locaux ont filmé sur leur téléphone des traînées de condensation blanche dans le ciel. À Moscou, les analystes parlaient déjà du début d'un nouvel épisode de confrontation dans le Pacifique. Et bien que la situation soit officiellement qualifiée de sous contrôle, tout le monde comprenait que c'était un contrôle en attendant la prochaine étape. La Russie a donné sa réponse calmement, précisément et sans agitation. Mais là, à la frontière orientale, les gens savaient que le jeu continuait. Et dans ce jeu, ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui gagne, mais celui qui supporte le plus longtemps le silence. Le lendemain, un silence révélateur a régné à Washington. Ni la Maison-Blanche, ni le Pentagone n'ont fait de commentaires détaillés. La seule phrase prononcée en réponse aux nombreuses demandes des journalistes était sèche et précise. Les forces navales des États-Unis effectuent des opérations de routine dans les eaux internationales conformément au droit international. Le mot « routine » sur fond de confrontation nerveuse sonnait particulièrement fort. Ce silence n'était pas de l'indifférence, mais une pause consciente. À Washington, ils comprenaient parfaitement qu'à Moscou, ils attendaient une réaction et que tout mot de trop pourrait devenir une étincelle. Les chaînes de télévision américaines se sont également comportées avec prudence. CNN a montré un court reportage dans les nouvelles du soir mentionnant l'apparition possible de la flotte russe au Kamtchatka. Fox News a supposé que la Russie se préparait à une démonstration de force, mais les présentateurs ont soigneusement évité les mots « crise » et « incident » comme s'ils exécutaient une directive tacite d'en haut. En Europe, au contraire, la nouvelle a suscité une grande agitation. Les éditions allemandes et françaises ont écrit sur une nouvelle spirale de tension et les analystes polonais ont affirmé que les États-Unis testaient la préparation de la Russie à des actions de réponse. La situation était encore plus aiguë à Tokyo. L'agence japonaise Kyodo a confirmé que le destroyer américain se trouvait dans la zone de surveillance de l'activité militaire russe. Derrière les portes closes du ministère japonais de la Défense, la possibilité d'organiser des exercices conjoints avec la marine américaine pour renforcer la sécurité de la région était déjà discutée, mais la principale intrigue restait le silence de Washington. Pendant ce temps, à Moscou, le contexte diplomatique s'intensifiait. Des représentants de l'ambassade des États-Unis ont été convoqués au ministère des Affaires étrangères, à qui, selon des sources, une note officielle exprimant leur inquiétude a été remise. Le soir même, les nouvelles russes ont pour la première fois fait une reconnaissance officielle des faits.
Selon le ministère de la Défense, un navire de la marine américaine s'est approché des eaux russes à proximité immédiate de la côte du Kamtchatka. L'histoire est définitivement passée du statut de rumeur à celui d'événement confirmé. De l'autre côté de l'océan, une ambivalence était observée, silence public et activité cachée. Selon des sources bien informées, le Pentagone a demandé à son commandement du Pacifique un rapport complet sur l'opération du destroyer John Finn. Le document était classifié, mais on sait qu'il contenait un point sur la surveillance de l'activité radar russe. Certains analystes américains ont prudemment admis que la mission était moins une démonstration qu'une mission de reconnaissance. Un des experts a déclaré dans une interview « Si la Russie a réagi si rapidement, cela signifie que ses systèmes de surveillance sont devenus beaucoup plus précis. C'est déjà en soi une découverte importante pour les militaires américains. » Au Kamtchatka, les navires russes ont continué à patrouiller, les ondes radio étaient saturées de conversations fermées. La Russie surveillait désormais non seulement la mer, mais aussi la réaction à sa réponse. Vers le soir, les médias américains ont fait une nouvelle tentative pour obtenir un commentaire de la Maison-Blanche, mais la réponse a été la même. Nous ne commentons pas les opérations en cours de la marine. Cependant, selon des informations provenant de cercles diplomatiques, l'inquiétude grandissait à Washington. La réponse de Moscou était trop claire et rapide. Et c'est là que s'est produit ce que personne n'attendait. Dans la nuit, des satellites ont enregistré l'apparition d'un deuxième navire américain dans le nord de l'océan Pacifique. Formellement, il se trouvait dans les eaux internationales, mais sa trajectoire ne laissait aucun doute. Il se dirigeait vers la même zone où le John Finn avait navigué il y a 2 jours. Washington s'est de nouveau tu, mais maintenant ce silence sonnait comme un aveu, le jeu continue. Aujourd'hui, le Kamtchatka s'est de nouveau réveillé sous un ciel bas et gris. La mer était calme et un vent froid et salé soufflait de l'océan. Quelque part là-bas, derrière l'horizon, se trouvaient toujours les navires dont personne ne parlait officiellement. Seuls quelques autres jours se sont écoulés depuis que ce signal est apparu sur les écrans radars, mais depuis lors, tout a changé. Au quartier général de la flotte du Pacifique, la même concentration et la même lumière tamisée étaient de conserver dans les salles de service. L'incident formel était clos. Les navires américains ont quitté la zone d'observation. Aucune violation de frontières ne s'est produite, mais les militaires savaient que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Sous l'eau, au sens propre comme au figuré, un autre travail se poursuivait. Les satellites russes ont enregistré le mouvement de navires dans le nord de l'océan Pacifique. Des avions de reconnaissance de l'OTAN ont été repérés près des îles Aléoutiennes et des capteurs sismiques le long de la côte ont réagi au bruit sous-marin. C'était une nouvelle phase d'observation. À Moscou, ils ont essayé de ne pas exagérer le sujet, se limitant à de brefs commentaires sur une situation stable. Mais dans les coulisses, une rhétorique différente se faisait entendre. Un des experts ayant participé à des réunions à huis clos a déclaré « Sans diplomatie superflue ». Ce n'était pas seulement une provocation, c'était une reconnaissance au combat. Maintenant, ils savent comment nous réagissons et nous comment ils agissent. Au Kamtchatka, tout le monde le sentait. Les pêcheurs, avant de sortir en mer, écoutaient les fréquences militaires et dans les villages côtiers, ils discutaient à nouveau des lumières au-dessus de l'océan. Tout le monde comprenait que le calme était désormais une convention. À Washington, ils gardaient toujours le silence, mais de nouvelles conclusions étaient déjà formulées dans les rapports des centres d'analyse. La Russie renforce son contrôle sur les routes maritimes du Nord. L'océan Pacifique devient une nouvelle arène de confrontation géopolitique. La patrouille s'est poursuivie dans la mer d'Okhotsk. Selon des sources, la flotte a été placée en mode de surveillance renforcée, ce qui signifiait qu'aucun objet dans un rayon de centaines de miles ne resterait sans attention. Ce matin, les chaînes Telegram ont de nouveau fait état d'activité. Un avion de reconnaissance américain aurait de nouveau survolé la frontière de la zone économique de la Russie. Il n'y a pas eu de confirmation, mais la nouvelle s'est répandue instantanément. Tout le monde attend de voir ce qui se passera ensuite. Moscou se tait, Washington aussi. Mais ce silence ne ressemble plus au calme. C'est le silence de l'attente. Entre les deux rives de l'océan, on entend le grondement des machines, le bruit des vagues et des signaux incompréhensibles.
et chacun d'eux pourrait être le début d'une nouvelle Immortal histoire. Pour l'instant, le Kamtchatka vit dans un état d'équilibre prudent. Sous l'enveloppe habituelle de la vie ordinaire, des bateaux de pêche, du brouillard au-dessus des collines, du vent venant de l'océan, se cache le sentiment que la frontière entre le monde et la tension est devenue trop fine et que quelque part là-bas, derrière la ligne d'horizon, un navire flotte toujours. Sa trajectoire est inconnue, mais sa présence se fait sentir dans chaque regard vers la mer et dans chaque court message sans signature. Le contact est établi, la surveillance continue.